Alors, dans ce 4e chapitre, on va s'attaquer au vif du sujet. On va élaborer notre stratégie marketing. On a vu au préalable qu'on a fait notre diagnostic marché, on a compris un peu nos forces, nos faiblesses, les menaces, les opportunités que nous présente notre environnement. On a vu aussi notre stratégie, comment l'élaborer, notre vision, notre mission. On a aussi essayé de comprendre aussi notre univers concurrentiel dans lequel on baigne. Il y a plusieurs techniques qu'on a utilisées, la matrice BCG, etc. Donc maintenant on est fin prêt pour écrire notre stratégie marketing. Notre stratégie marketing, en fait, c'est une démarche. C'est la démarche marketing. Elle est faite de 2 volets très importants. L'un, il est indissociable de l'autre. Donc, c'est le marketing stratégique et suivi par le marketing opérationnel. Je vous ai dit, la démarche marketing, en fait, c'est un processus. Et ici, on le voit clairement. Il commence par le diagnostic stratégique et ensuite, on passe à la segmentation, au ciblage, au positionnement et on termine avec le marketing mix. Chaque étape de ce processus, on va la voir d'une façon plus claire. C'est d'abord un processus, et ensuite, c'est un processus séquentiel. Donc la segmentation, le ciblage, le positionnement, c'est le cœur de ce process. La segmentation, clairement, c'est le découpage du marché en groupes homogènes. Quel groupe homogène? Enfin, on parle des clients ou des consommateurs. On va les séparer, on va essayer de les décortiquer pour mieux les cerner. Donc ensuite, on va cibler. On peut pas en temps normal s'attaquer à tout le marché, à toutes les catégories des consommateurs, donc on va faire un choix. C'est la deuxième partie de ce process, donc c'est le ciblage. On va retenir ou non certains de ces segments, selon certaines raisons. En général, je vous laisse deviner, les raisons c'est quoi en fait? Selon nos capacités, selon le type d'offre qu'on propose, peut-être que certains segments ne sont pas intéressés par ce qu'on propose. Peut-être qu'ils n'émettent pas réellement un besoin pour acheter notre produit, donc ça sert à rien de les retenir dans notre ciblage. Et finalement, le positionnement. Le positionnement qui est comment on va se placer dans l'esprit de ce consommateur. Quand il va réfléchir à une boisson énergétique, les marques qui vont apparaître dans ses pensées, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire, on va essayer de nous positionner dans le mindset du consommateur ou du client, bien sûr. C'est aussi la déclinaison du marketing mix sur chaque segment. Donc, le positionnement, il peut être unilatéral, il peut être uniforme, comme il peut être personnalisé pour chaque segment. Donc, on va le voir un peu plus en détail. Alors, comme on a dit, on va commencer cette logique pas à pas. On commence par la segmentation. Donc, c'est le découpage du marché en groupes distincts quant à leurs attitudes et leurs comportements. En fait, on va les séparer en groupuscules ou en groupes selon certains critères. Ces critères, ils peuvent être socio-démographiques, ils peuvent être des variables géographiques, ils peuvent être des variables psychologiques. On va donner des exemples pour que ça soit un peu plus clair. C'est le cas, par exemple, de Danone, qui a proposé à un moment, c'était les années 2000, début des années 2000, ils ont proposé des yaourts men, spécial men. Si vous vous souvenez, il y a eu toute une vague derrière les produits par genre, c'est-à-dire segmentés par genre. Il y a eu les yaourts, mais surtout il y a eu les shampoings. Donc c'est les plus communs, on va dire. Le yaourt, il est un peu moins connu pour avoir eu une segmentation par genre, mais je le mentionne quand même pour montrer l'extrême de l'exemple de segmentation par genre. Alors je continue dans la même logique de la segmentation, mais cette fois par le critère âge. Et là, je vous donne un exemple très récurrent qu'on trouve quand on va chercher un portable pour notre papy ou notre mamie ou notre papa ou notre maman. Ce sont en général des gens âgés qui sont pas très friands ou utilisateurs de technologie et qui ont parfois certaines appréhensions. Leurs appréhensions, en général, ils vous disent l'écran, j'arrive même pas à lire ce qu'il y a dedans. Les touches, elles sont tellement minuscules que j'arrive même pas à écrire un mot. Donc, les concepteurs, ils ont pris cette spécificité de cette cible et ils en ont fait un produit qui est les portables pour les seniors. Donc, ça, c'est un autre exemple de segmentation par âge. Après avoir vu les segmentations, le deuxième volet de notre process, c'est bien sûr le ciblage.
On a compris maintenant notre catégorie de clients, on les a classés par groupe homogène, et maintenant on va cibler certains de ces groupes. On va pas pouvoir obéir ou plutôt répondre à tout le marché, donc on sera amené à choisir. Et on va choisir selon plusieurs techniques. En fait, il y a un mix qui va être déployé pour chaque segment retenu. Donc ce mix-là, il peut être adressé à ce segment de plusieurs manières. En fait, il y a, disons, 3 types de stratégies de ciblage possibles. Le premier, c'est le mix unique, c'est-à-dire c'est le même produit, la même gamme qu'on va proposer à tout le monde. C'est le marketing indifférencié. Donc il n'y a pas réellement d'effort de personnalisation pour s'adresser à chaque client ou segment type. Le deuxième, c'est du marketing différencié. Donc vous avez compris, c'est un mix spécifique pour chaque segment. Il y a le mix 1, le mix 2, le mix 3, etc. Et en dernier, c'est la stratégie du spécialiste. En fait, c'est le marketing concentré. C'est un seul mix pour un segment spécifique. Donc, on s'adresse pas à tout le marché, on s'adresse à un seul segment et on propose un seul mix. Ça, c'est la surspécialisation. Donc, cela va de gauche à droite et vous avez, selon les prédispositions de l'entreprise et la nature de son offre, de son purpose, en fait, elle est capable de proposer soit un produit générique, du plus générique possible au plus spécialisé possible. Donc ça dépend de la stratégie de l'entreprise, encore une fois. Alors on a vu la segmentation, on a vu le ciblage, et maintenant on passe à la troisième et dernière étape de ce volet, qui est le positionnement. J'ai choisi pour vous une citation très intéressante, parce qu'elle fait la description détaillée de ce qu'est le positionnement et l'objectif ultime du positionnement. Donc ce qu'elle dit, positioning is not what you do to a product, positioning is what you do to the minds of consumers. Vous voyez ici, on est en train de transcender, on parle plus de l'entreprise et de ce qu'elle fait, mais on parle de ce qu'elle fait au niveau du mindset du consumer. Donc on parle d'une autre manière de positionner le produit. C'est pas du forçage, c'est quelque chose qui, au final, l'objectif ultime du positionnement, c'est qu'on soit présent dans l'esprit du consommateur au moment de l'achat. C'est vraiment ça. Si on arrive à avoir un positionnement clair et one message, one direct message pour que le consommateur puisse retenir notre marque dans son esprit, dans son champ de considération quand il passe à l'acte d'achat, c'est gagné. Donc, si on peut donner d'autres présentations de ce concept un peu plus académique, je retiens celle de Kotler et Dubois, la Bible du marketing. Donc on appelle positionnement la conception d'un produit et de son image dans le but de lui donner une place déterminée dans l'esprit des clients visés. Donc donner une place déterminée dans l'esprit des clients visés. Encore une fois, ça renvoie à la première définition. Vous avez vu, en fait, le positionnement, c'est clairement what makes you stand out. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent, en fait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vu par le consommateur ou le client comme différent de l'offre existante? C'est réellement ça. Alors j'illustre ça avec 2 exemples. Le premier, c'est celui d'Apple. C'est un exemple très édifiant, dans le sens qu'il propose un positionnement très clair. On peut le comprendre à travers ces 3 éléments. Le premier, c'est le symbole. C'est une pomme. Le deuxième, c'est Think Different. Think Different, en fait, c'est la brand essence. La brand essence, c'est la signature, mais qui montre aussi le positionnement de la marque. Qu'est-ce qu'elle veut, comment elle veut être vue par ses clients ou ses consommateurs. Et One Design Human Friendly. Donc, je prends aussi le deuxième exemple, celui de Sunsilk. C'est une marque de shampoing d'Unilever sur laquelle j'ai travaillé pendant des années, qui me tient à cœur, bien sûr. Donc, même logique. En 2007, Sunsilk a relancé sa brand communication. Elle a fait les choses en grand et elle a changé le symbole représentatif de l'identité de la marque qui est devenu le Spark.
Le spark, ça renvoie aussi à la signature de la marque ou la brand essence, comme je vous ai dit. Life Can't Wait. En fait, cette marque, elle parle au cœur de cible qui sont les millennials, ce sont les 20-something girls. Donc c'est une cible qui est en mouvement perpétuel, dynamique, qui ne tient pas en place, qui veut vivre sa vie à plein dents, qui veut croquer la vie à plein dents. Et donc One Design, One in Motion. In Motion, ça traduit en fait tout ce que je viens de vous dire. Ce sont deux exemples, il y en a d'autres bien sûr. L'idée c'est de vous montrer clairement comment le positionnement il peut être communiqué par la marque pour à l'adresse de ses clients ou ses consommateurs et qui montre réellement sa stratégie. Alors, pour mieux illustrer ceci, on utilise en général des cartes perceptuelles. Qu'est-ce que c'est que les cartes perceptuelles? En fait, elles utilisent deux axes. Ces deux axes, ils traduisent les éléments les plus importants pour positionner les marques présentes sur le marché X ou Y. Pour le cas, par exemple, des shampoings en Tunisie, j'ai retenu cet exemple parce qu'il c'est pas un exemple fortuit, c'est un exemple basé sur des données correctes, factuelles et updatées du marché tunisien. Donc les shampoings, comment ils sont classés? Les marques, elles sont classées selon ces deux axes. Donc il y a le volet économique et moins économique à l'usage, c'est le volet prix et utilisation, bien sûr. Et le deuxième, c'est un attribut plutôt émotionnel, donc bénéfique, émotionnel ou bien fonctionnel. Donc vous avez de l'autre extrême qui est bénéfice basique, lave les cheveux, donc il n'y a pas réellement de bénéfice émotionnel ici, jusqu'au l'autre bout qui est donne de beaux cheveux avec une valeur ajoutée. Donc suivant ces deux axes, on a essayé de classer les marques présentes, on ne les a pas toutes mises, l'idée c'est pas de les énumérer toutes, il y en a une quarantaine, donc c'est presque illisible si on va les mettre dans une carte perceptuelle, mais de retenir les plus importantes. Sur cette base-là, vous voyez la marque Saint-Silk, Palmolive, Souplesse c'est une marque tunisienne, Rojanet aussi, donc vous voyez qu'elles sont dans le cadran supérieur gauche, c'est-à-dire économique à l'usage et un bénéfice fonctionnel, pur. Donc ce volet-là, c'est, disons, les produits entrée de gamme ou bien le début du mainstream, milieu de gamme. Ensuite, vous avez ici ce volet-là, Sayos, Tresemmé, une marque Henkel, une marque Unilever. Elle se positionne sur un attribut fonctionnel et moins économique à l'usage, c'est-à-dire en termes de pricing, elles dépassent les prix entrée de gamme. Elles vont jusqu'au prix premium, début premium et premium. Donc Sayos, Tresemmé, elles sont pas dans le premium, mais elles sont plutôt dans le début du premium. Ensuite, on va dans l'autre extrême, qui sont les produits premium, mais en même temps qui travaillent énormément sur les attributs émotionnels. Donc il y a Jacques Desange, il y a Gliss, il y a Elseve. On passe à la dernière partie de ce volet de positionnement et qui est la plus importante dans la partie positionnement, c'est l'élaboration de son Unique Selling Proposition. En fait, c'est quoi Unique Selling Proposition? En fait, c'est l'élément ou la proposition qu'on va proposer à nos clients, à nos consommateurs, qui fait que nous sommes différenciés par rapport à tout ce qu'il y a comme existant sur le marché. Elle doit être unique, car elle doit montrer clairement notre différenciation par rapport aux concurrents. Elle doit être vendeuse, selling, donc elle doit être séduisante, elle doit persuader notre prospect pour qu'il achète. Et ça doit être une proposition à la base, c'est-à-dire c'est une offre qui va faire qu'il y ait un call to action fait par le client qui se traduit par l'achat ou l'acquisition du produit. Donc les clients n'achètent pas des produits ou des fonctions, ils achètent des bénéfices, des résultats, des solutions. Ils peuvent être ces bénéfices, ils peuvent être un gain de temps, des économies d'argent, ça peut être aussi des bénéfices intangibles comme la valorisation sociale. Voilà. On a terminé cette deuxième partie, à savoir